Les lions sont les ennemis jurés des lycaons. Ils les tuent dès qu'ils en ont l'occasion. On tremblait de peur. Les lions expriment leur haine pour les autres prédateurs en les tuant d'une autre façon que leurs proies. Ils se contentent souvent de les mordre dans le dos pour briser leur colonne vertébrale et ils les laissent mourir à petit feu, alors qu'en général, ils tuent leurs proies en les prenant à la gorge pour les étouffer. C'était horrible. Ses parents sont venus pour essayer de le sauver. Les lycaons sont 5 à 6 fois plus petits que les lionnes. Ils n'ont donc aucune chance devant elles. Ils l'ont entouré pour essayer de venir en aide aux petits, mais son sort était déjà scellé. On est parti. On était très tristes. On s'est arrêté plus loin pour pique-niquer, mais on tremblait tellement qu'on ne tenait pas debout. Ma fille m'a dit « Maman, c'était horrible. C'était comme dans un film d'horreur. » Malgré nos années d'expérience dans les parcs nationaux, on n'avait jamais vu ça. Les conflits d'intérêts ne se limitent pas à des luttes entre prédateurs. Des duels sanglants ont aussi lieu au sein de la même espèce. Les lions solitaires essaient souvent de prendre le contrôle d'une troupe pour s'emparer des femelles et des ressources. Le mâle de la troupe se doit alors de les défendre. S'il échoue, le vainqueur tuera ses petits pour engendrer une nouvelle lignée. Mais que se passe-t-il lorsque le mâle d'une troupe rechigne à se battre? C'est ce qu'ont vu Leonard Kranz et sa femme lors d'un séjour dans le parc national transfrontalier de Kalahari. Un matin, juste après le lever du soleil, on est tombé sur une troupe de 11 lionnes. Elles étaient très calmes. On s'est garé et on a baissé nos vitres pour profiter à fond de cette scène merveilleuse qui se déroulait sous nos yeux. J'ai entendu une lionne rugir, et ce qui a suivi nous a laissés sans voix. Un lion a surgi devant notre voiture et soudain, 2 femelles l'ont attaqué. On était terrifiés. Dans ce genre d'attaque, les lionnes sont vicieuses et implacables. Elles ne font pas les choses à moitié. Elles sont déterminées à sauver leurs petits. À un moment donné, le lion a essayé d'échapper aux femelles en se dirigeant vers les arbres où étaient cachés les petits. Mais elles l'ont attaqué de plus belle. Soudain, les choses ont mal tourné pour le lion. Un autre mâle est venu prêter main forte aux lionnes. Ma femme a dit alors, « Ils vont le tuer ». On pourrait penser que, de par son statut, le mâle dominant aurait dû s'impliquer davantage pour défendre sa troupe et son territoire. Mais il est resté en retrait et a laissé les femelles faire le gros du travail. Il poussait des rugissements assourdissants. On était tellement près qu'on sentait la voiture bouger. Soudain, les lionnes se sont arrêtées et le mâle en a profité pour s'enfuir. Quand le nuage de poussière est retombé, les petits terrifiés sont sortis de leur cachette et la troupe s'est éloignée. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que ces lionnes n'avaient pas peur. Elles étaient prêtes à mourir pour sauver leurs petits. Pour sortir vainqueurs d'une bagarre, les lions doivent absolument unir leurs forces. Et l'esprit de bande est tout aussi important pour les chasses. En attaquant à plusieurs, les lionnes laissent peu de chance à leur proie. Mais comme l'a découvert Spud Murphy, les lions sont aussi de grands opportunistes. Et si un repas leur tombe directement dans les pattes, ils en profitent. On était en train de filmer une émission de télé-réalité dans la réserve de Hwange au Zimbabwe. Les rangers ont appris que des lions avaient tué un éléphant. On a voulu aller voir ça. Arrivé sur place, on a vu une carcasse. Il s'agissait en effet d'un éléphant.
Le mâle dominant était enquiquiné par les vautours. Les vautours couraient dans tous les sens pour l'agacer et l'éloigner de la charogne. C'était très amusant. Les lions étaient repus. Ils avaient mangé comme des ogres. Il y en avait deux allongés sous un arbre d'un côté de la clairière. Soudain, un minuscule éléphant est apparu dans le veld. Le mâle dominant a vu qu'il se dirigeait vers lui. Pour les autres membres de la troupe, ça ne faisait pas un pli. Il allait droit à sa mort. Mais soudain, le petit éléphant a pris peur en voyant un troupeau de zèbres et il a disparu dans la végétation. À notre grand soulagement. Malheureusement, en changeant ainsi de cap, il est allé droit vers l'endroit où se reposaient les deux autres lions. Il a pilé net devant eux. Il a levé la trompe, a poussé un barrissement et a foncé sur les lions qui, dans un premier temps, ont décampé. Ça a été très éprouvant. Le petit éléphant a mis un bon quart d'heure à mourir. Sa charge contre les deux lions endormis prouve qu'il avait l'étoffe d'un héros. C'était à la fois horrible et prodigieux, car on n'avait jamais vu une scène comme ça. Les léopards sont aussi opportunistes que les lions. Mais si leur proie est plus âgée et plus expérimentée qu'eux, la bataille est rude. Je participais à un atelier photo à Machatu, au sud du Botswana, avec ma femme. Un soir, alors qu'on se promenait dans la réserve, on est tombé sur un léopard. Son regard s'est porté sur quelque chose près du lit asséché de la rivière. C'était un porc-épic qui trottinait. Et bien sûr, le léopard s'est levé pour aller voir ce qu'il fabriquait. On voit bien ce jeune léopard en train d'essayer plusieurs techniques pour l'attraper. En le faisant rouler sur un côté, en le faisant réagir, de façon à pouvoir le prendre par la tête. Oh, il s'en est pris un. Exact. Le porc-épic, qui devait être un peu plus âgé, était visiblement plus expérimenté que lui et n'en était pas à son premier léopard. C'était franchement comique. Aucun des deux ne voulait céder. Le porc-épic n'était absolument pas intimidé. Quel balai! Mais les léopards ont l'habitude des défis difficiles. Un autre, ça fait mal. Et il y retourne. Le porc-épic en avait encore sous le pied et il était visiblement prêt à tenir longtemps. C'est bon? Ça a été une merveilleuse expérience. On en garde un super souvenir. J'espère vraiment revoir une scène comme ça un jour. Si l'inexpérience de ce jeune léopard lui a coûté un bon repas, tout n'est pas rose non plus pour les opportunistes plus âgés, comme a pu le constater Arlene Bonnat. On vient à l'Andolosie depuis 14 ans. On revenait d'un safari matinal quand on est tombé sur Wamba, une jeune femelle léopard qu'on suit depuis sa naissance. Elle est vraiment belle et forcément on a décidé de la suivre. Elle s'est allongée près d'une termitière.
J'ai remarqué que quelque chose bougeait derrière, dans les buissons. C'était un python qui faisait à peu près ce diamètre. Elle se demande ce que c'est. Elle s'est levée pour voir ce que c'était. Avec ses 2 crochets incurvés et son corps suffisamment puissant pour étouffer ses proies, le python est un adversaire redoutable. Elle a vu la queue sur la termitière et elle a essayé de la tirer, de la mordre. Le python a tenté de la mordre et elle en a profité pour le tirer hors du buisson. Elle a de nouveau failli se faire mordre. Elle a essayé une dernière fois de le tirer par la queue. Ce python aurait fait un bon repas, mais le risque était trop grand. C'est incroyable. J'en ai des frissons. On s'est tous demandé si on n'avait pas rêvé. Notre ranger, Gavin, était à Londolozi depuis 11 ans et c'est la première fois qu'il voyait ça. C'était incroyable de voir ce python. Et bien sûr, ce magnifique léopard. La plupart des proies s'attroupent pour mieux se protéger. Les élans ne dérogent pas à la règle et se regroupent pour décourager et faire fuir les prédateurs, surtout quand ils menacent leurs petits. Mais le comportement héroïque d'une femelle a montré à François Botha jusqu'où pouvait aller l'amour maternel. On filmait à Tulibloc, au Botswana. On roulait quand on a entendu des hyènes hurler. On a foncé dans leur direction et on les a trouvés près d'un cadavre de bébé élan. Sa mère montait la garde près de lui. Seule contre tous, elle reste instinctivement près de lui pour le protéger. Les hyènes sont parties, mais des chacals sont arrivés, bien déterminés à le manger. Le ratio entre un élan qui pèse entre 200 et 300 kilos et un chacal qui en fait seulement 9 ou 10 est d'environ 300. Ce qui signifie que le plus gros va très très vite chasser le plus petit. Elle a monté la garde pendant un long moment. Parfois, elle revenait vers lui le lécher et essayait de le relever. Son instinct maternel m'a vraiment surpris. Je n'avais jamais vu ça, et pourtant, j'ai passé des années à filmer dans le bush. Les chacals, pas du tout impressionnés, se rapprochent. Mais la courageuse mère a une arme qui peut faire de gros dégâts. Les élans comptent parmi les plus grandes antilopes d'Afrique, et leurs cornes sont aussi tranchantes que des épées. Mais combien de temps peut-elle tenir sans se mettre elle-même en danger? Il devait être dans les 10 heures, et il commençait à faire très chaud. Ça faisait 2 heures qu'elle bataillait ainsi, sans prendre le temps de se reposer. Elle a passé un temps inhabituellement long à défendre son petit, alors que celui-ci était clairement mort. Et elle a fini par être vraiment fatiguée. Les hyènes ont besoin d'aide. Elles appellent du renfort. Avec l'appui de leurs congénères, elles pourront peut-être renverser la tendance. Mais l'élan ne cède pas d'un pouce. Elle était incroyablement déterminée. Elle en bavait de fatigue. À un moment donné, alors qu'elle chassait 3 hyènes, elle a eu l'air désorientée. Alors une 4e hyène en a profité pour s'emparer du petit.
Cette bataille héroïque d'une durée incroyable de 4 heures a profondément marqué François. J'ai été très touché par la ténacité et la vigilance de cette mère défendant son enfant mort. C'était bouleversant. Les élans ne sont pas les seuls herbivores à protéger leurs petits. Les champions de la catégorie sont les buffles. Les petits sont particulièrement vulnérables dans les minutes qui suivent la naissance, surtout avec une mère épuisée par le travail. Le caméraman John Varty a eu la chance de voir une jeune maman défendre son petit, et il a tourné par la même occasion des images remarquables. Quand je suis arrivé, la mère se tenait au-dessus de son petit, et le léopard était dans les herbes. Après s'être faufilé près du petit et l'avoir tué, le léopard ne parvient pas à le prendre à sa mère. Le décès de son petit a réveillé un violent réflexe antiprédateur chez la mère, qui, bien que le bébé soit mort, a continué à le défendre le plus longtemps possible. En voyant le corps de son petit offert ainsi à tous, elle passe à l'offensive et tente d'éloigner le danger. Elle a attaqué l'arbre. Elle s'est mise à le secouer pour en déloger le léopard. La gestation des buffles dure 11 mois. Elle devra donc attendre au moins 1 an avant d'avoir un autre petit. Elle lance ses 600 kilos vers son ennemi qui est 13 fois plus léger qu'elle. Le léopard avait les griffes plantées dans l'écorce de l'arbre pour ne pas tomber. Elle était furieuse. Elle beuglait après lui. Si le léopard lâche prise, il risque de s'empaler sur ses cornes aussi facilement qu'on plante un couteau dans du beurre. Mais il tient bon. Les prédateurs n'ont pas autant de nourriture à disposition que les herbivores. C'est pourquoi, quand ils ont mis toute leur énergie pour attraper une proie, ils ne veulent pas l'abandonner et repartir chasser. Mais la mère, décidée à défendre son petit coûte que coûte, reste plantée là. C'est l'impasse. Quelques heures plus tard, la mère opte pour une nouvelle et intéressante stratégie. Elle s'est éloignée d'environ 3 mètres de la charogne. J'ai cru à ce moment qu'elle partait. C'est aussi ce qu'a pensé le léopard, car il est descendu de l'arbre et a commencé à dévorer le petit. La mère a alors fait un truc très intelligent. Elle a contourné ma voiture. J'ai dû pivoter sur moi-même pour pouvoir la filmer. Elle épiait le léopard en se servant de ma Jeep comme d'un rempart. Puis, elle est sortie à découvert et a chargé. Elle a presque réussi à l'attraper. Après plus de 12 heures d'efforts soutenus, elle doit s'avouer vaincue. Elle avait grillé son seul atout. Alors que la nuit tombait, elle a dû se dire qu'il était trop risqué de rester seule ainsi dans l'obscurité, et elle est partie rejoindre le reste du troupeau. Ces deux exemples montrent l'énergie et l'effort que peuvent déployer des femelles pour défendre leurs petits. Et si ces petits n'avaient pas été morts, ça aurait été de l'énergie très bien dépensée. Dans la brousse africaine, les animaux se bagarrent pour protéger leurs petits, mais aussi leur nourriture. Les lycaons sont des chasseurs redoutables. Ils sont d'ailleurs 2e au hit-parade des carnivores africains. Leurs victimes attirent souvent l'attention de l'une de leurs pires rivales, les hyènes. Plus grandes, plus fortes, plus musclées, elles parviennent souvent à leur voler leur repas. Mais comme l'a observé le caméraman Herbert Brouwer, les lycaons ne sont pas du genre à se laisser faire. On suivait des lycaons quand on a vu au loin un ourébi. Capables de courir à 60 km/h et de soutenir ce rythme sur des kilomètres, les lycaons épuisent leur proie. Le temps d'arrêter la voiture et de sortir la caméra, et l'ourébi était en pièces.
On a alors vu arriver 2 hyènes. L'une d'elles a pris l'un des morceaux. Un lycaon s'en est aperçu. Les lycaons et les hyènes sont des ennemis ancestraux. Et les lycaons profitent de la moindre occasion pour remettre les hyènes à leur place. Les lycaons pèsent 25 kilos, soit 3 fois moins que les hyènes. Mais à plusieurs, ils arrivent à faire tourner la chance en leur faveur. La hyène savait visiblement que leur point faible était leur arrière-train, leur angle mort, et qu'il fallait se méfier de l'autre bout, celui avec les dents. Les lycaons peuvent être redoutables quand ils sont en mode attaque. La hyène réagit donc très bien. La morsure des lycaons est d'une force sans égale pour des carnivores de cette taille. Et d'un coup de dent, ils peuvent blesser gravement leur proie. Mais pas moyen de sortir la hyène de son trou. J'ai été fasciné de voir l'énergie que déployaient ces lycaons pour intimider la hyène. Et apparemment, c'est très efficace pour se faire respecter dans le coin. Quand des lycaons tuent une proie, les autres prédateurs réfléchissent à 2 fois avant de venir leur voler. Même si cette scène de bagarre entre des lycaons et des hyènes est très violente, les lycaons peuvent être encore plus agressifs entre eux. En traquant des lycaons au Botswana, Yvette von Bommel et son mari ont pu se faire une idée de la violence de ces combats. On n'en a pas vu le premier jour, mais le deuxième, on en a trouvé. Et c'est devenu soudain très bruyant. Ça jappait de partout. Des lycaons couraient dans tous les sens dans les herbes. On n'avait aucune idée de ce qui se passait. Et soudain, on a réalisé qu'ils n'étaient pas 7, mais au moins 14 qui gambadaient dans tous les sens. Ce qu'Yvette ignorait, c'est que ces 2 rivaux s'affrontaient et qu'une bagarre faisait rage. Les meutes de lycaons parviennent très bien à s'éviter. Elles ont un système élaboré de marquage olfactif qui leur donne l'emplacement exact de chaque meute. C'est pourquoi il est très rare de voir ce genre d'incident. On a essayé de les suivre. On a traversé des buissons, roulé sur des bosses. On se cramponnait à la voiture. On a failli s'envoler quand soudain on a heurté un trou dans le sol et on s'est retrouvés coincés. C'est alors qu'ils s'aperçoivent qu'un lycaon a été capturé et qu'il est assailli de toutes parts. Quand 2 meutes s'affrontent, et c'est très rare, la plus grande gagne toujours. Mais ce jour-là, les 2 groupes étaient quasiment de même taille. Et l'issue était donc plus incertaine. Ils l'ont attrapé. Et ils se sont tous mis à tirer dessus en grognant. Celui qui boitait. Cette attaque de lycaon montre bien comment ils font pour tuer une proie. Ils la mordent, ils la tirent, ils la traînent, ils cherchent sa gorge. Il n'avait plus de peau sur le dos et surtout sur les pattes. Il était en sang. Pour moi, il était fichu. Une dame derrière nous disait « Il tient le coup? Il tient le coup ?» Il est mort. S'ils avaient voulu le tuer, ils l'auraient fait, j'en suis certaine. Quand on est rentré au camp, les autres étaient tous jaloux car on ne voit ce genre de scène qu'une fois dans sa vie. Même pour le ranger, c'était la première fois. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue de ma vie. Dans ces 2 films, on voit les lycaons agir ensemble d'abord pour immobiliser une proie, puis pour empêcher d'autres prédateurs de la leur voler, et enfin pour défendre leur territoire. Pendant que les guerres des chefs font rage dans l'immense savane, ces rivières sont aussi source de grands dangers. Apparus en même temps que les dinosaures, les crocodiles règnent sur les cours d'eau de la planète depuis des millions d'années. Mais leurs objectifs sont toujours les mêmes, manger et se reproduire.
Ils se disputent rarement des proies, et quand ils le font, tout se passe généralement très vite, avec au final le départ du vaincu. Ce qu'a vu le caméraman Jürgen Josefowicz est donc très inhabituel. C'est dans le parc national de Kruger, dans la rivière Luvuvu, que j'ai assisté à la scène la plus fantastique de ma carrière. Ce jour-là, je travaillais dans un point d'eau contenant environ 40 crocodiles. En marchant le long de la rivière, je suis arrivé à un autre point d'eau. J'ai alors entendu un bruit étrange. Je me suis approché et j'ai vu 2 titans combattre à mort. Ils claquent leurs mâchoires avec une telle force et une telle vitesse que s'ils attrapent quoi que ce soit au passage, ils le pulvérisent. Ils roulent sur eux-mêmes, comme lorsqu'ils attaquent et arrachent des morceaux de chair à une proie. Pendant que de leur tête, ils happent, tranchent et broient impitoyablement tout ce qui passe à leur portée. C'était visiblement une guerre de territoire. Ils étaient tellement de force et de taille égale que le duel s'est éternisé. Quand il a vu combien de temps avait duré le combat, Jürgen n'en est pas revenu. Ça a duré 3 jours. C'est dingue. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir le temps que ça a pris. Ce combat est sans doute lié aux conditions climatiques. Il avait fait très sec cette année-là, et cette bagarre est survenue parce que les 2 mâles ont été obligés de s'installer au même endroit. Ils ne pouvaient pas partir parce que c'était la saison sèche. C'est pourquoi ça devait mal se terminer pour l'un d'eux. À la fin, le vainqueur a mangé sa victime. Cette victoire à l'arraché restera à jamais gravée dans la mémoire de Jürgen. C'est juste un immense coup de chance. C'est l'un des grands moments d'une carrière. C'est incroyable de voir 2 mâles se battre ainsi. En Afrique, on ne meurt pas seulement dans les vastes rivières, mais aussi dans des points d'eau beaucoup plus petits. Les jeunes animaux sont particulièrement vulnérables, surtout lorsqu'ils sont seuls. Et les éléphants ont une image de géants débonnaires. Mais ce qu'ont vu Cynthia Pinard et sa famille au trou d'Ado Elephant Park fait froid dans le dos. On observait une troupe d'éléphants quand soudain on s'est aperçu qu'il se passait quelque chose sous l'eau. Plusieurs jeunes mâles jouaient dans l'eau. Soudain, Cynthia et les siens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. En regardant bien, on a vu ce bébé éléphant. En conjuguant leurs 6 tonnes de masse musculaire, ces jeunes mâles peuvent faire de gros dégâts. Ils se chamaillaient, puis ils ont arrêté et se sont dirigés vers le bébé. C'est rare de voir un éléphanteau seul. Et si les autres sont allés vers lui, c'est sans doute parce que c'était complètement nouveau pour eux. On était horrifiés. On croyait qu'ils essayaient de le tuer. Ils l'attrapaient avec les défenses, le refaisaient tomber, le relevaient. L'éléphanteau tombe ainsi de plus d'1 mètre de haut. Mais ces tortionnaires n'ont apparemment pas l'intention de le blesser. L'éléphanteau s'est probablement retrouvé au centre d'un jeu. Les mâles se le disputaient, un peu comme font les enfants avec leurs jouets pour montrer qui domine qui. Ça a duré longtemps. On est resté au moins 1 heure. Si les mâles l'avaient vraiment attaqué, ils l'auraient fait plus vigoureusement. Ils l'auraient lancé par terre, cogné avec leur tête, et ils auraient donné des coups avec leur défense. Au bout d'un certain temps, on a réalisé que le petit était mort. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. C'est le comportement inhabituel de l'éléphanteau qui a tout déclenché. La réaction des jeunes mâles était tout à fait normale vu les circonstances. Mais malheureusement, ça s'est soldé par la mort du petit. C'est la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça. C'était choquant, pas beau à voir. Les petits se retrouvent parfois dans un état de vulnérabilité extrême, surtout quand ils sont en présence de jeunes mâles. Mais ceux-ci peuvent être beaucoup plus agressifs avec les bébés.
C'est ce qu'ont pu constater Peter Pretorius et Jerry Prinsloo lors d'un séjour dans le parc national de Chobe, au Botswana. C'était l'après-midi. On venait d'observer un gros troupeau de buffles et on roulait près de la rivière quand on a vu des éléphants se diriger vers l'eau. Quand des éléphants arrivent à un point d'eau, ils sont surexcités et se mettent à courir et à s'asperger. On ne voyait que leurs petites trompes avec leur tête qui apparaissaient et disparaissaient à la surface de l'eau. On a alors vu une mère et son petit aller dans l'eau derrière le troupeau. Arrivés au milieu de la rivière, quelque chose les effraie et ils s'arrêtent brusquement. Ma femme m'a dit « Tu le filmes? Tu le filmes? Regarde à l'arrière du troupeau !» Soudain, un mâle a attaqué le bébé. Il n'avait visiblement qu'une idée en tête, le tuer. Le petit était sous ses pieds et il le faisait rouler. Au début, je n'ai pas vu le bébé. Je voyais juste le mâle piétiner dans l'eau. Pendant ce temps, le bébé est resté sous l'eau. On a commencé à vraiment s'inquiéter pour lui. Il risquait de se noyer ou d'être tué par ce mâle. Cette scène est beaucoup plus violente que celle qu'on a vue dans le film où des jeunes jouaient avec un petit. On le voit attaquer rapidement et sans relâche. Le mâle était déterminé. Et moi, j'avais l'impression d'assister à l'assassinat d'un enfant. Entre 14 et 16 ans, les jeunes mâles font la taille des femelles adultes. Et à ce stade, elles ne peuvent plus les tenir et les chassent du troupeau. Ce jeune mâle devait leur en vouloir d'avoir été renvoyé. Et il s'est vengé sur le petit. Soudain, la mère a compris ce que le mâle faisait. Elle a foncé sur lui. Le petit était visiblement épuisé et en état de choc. En ramenant ce bébé avec elle, je me suis dit que ces éléphantes avaient remporté une sacrée victoire. Dans ces deux films, un éléphant attaque un petit. Mais dans le premier, c'est parce que le petit s'est retrouvé isolé du troupeau, alors que dans le second, le troupeau a pu venir secourir et finalement sauver la vie du bébé. Il est impossible d'intervenir dans une confrontation entre animaux. Mais dans certains cas, on peut et on doit agir. Quand une girafe a besoin d'aide, on appelle souvent Clive Curtis, l'expert en la matière. Quand elle le peut, sa mère, Pam, une passionnée de vidéo, le suit dans ses déplacements. On nous a appelés pour nous dire qu'une des femelles adultes avait un abcès à la queue. À l'origine, on voulait juste l'endormir pour qu'elle se couche par terre et qu'un vétérinaire puisse voir si ça avait endommagé sa queue. La flèche est en place. Malheureusement, le terrain était très pentu. Ça a dégénéré au moment où la girafe a fait demi-tour et a dévalé la pente vers la rivière. Il y avait près de la rivière quelques tables de pique-nique et un bosquet massif et très épais, vers lequel elle a foncé direct. Heureusement, elle s'est pris les pattes dans des lianes et est tombée la tête la première dans la végétation. Grâce au bosquet, elle s'est arrêtée, mais elle se retrouvait dans une position bizarre au milieu des buissons. Le vétérinaire a pu ausculter sa queue et voir les dégâts qu'il y avait. Il nous a dit qu'il allait devoir lui couper la queue. Notre boulot à nous, c'était d'endormir la girafe et de dégager l'accès autour d'elle. On a été obligé de sortir les tronçonneuses, les cordes et les scies pour abattre les arbres autour d'elle. Il y avait des tas de branches au-dessus. Je me suis dit, quelqu'un va se blesser. Et ça va être mon fils, car il veut tellement bien faire qu'il se colle toujours aux animaux. Le vétérinaire l'a opéré sur place. C'était incroyable. On lui a coupé la queue et on l'a recousue. Elle avait terriblement chaud.
On l'a arrosé pour faire baisser sa température et lui éviter de faire un malaise. Du coup, ils ont transformé toute la zone en marécage, dans lequel il n'était pas facile de travailler. Ensuite, il a fallu l'aider à se relever à l'intérieur du bosquet où elle se trouvait, ce qui, vu l'épaisseur de la végétation, a été très difficile. Il a bien fallu 3 quarts d'heure pour réussir à la relever. On a commencé à tous s'inquiéter parce que la girafe était à terre depuis un bon moment et qu'elle donnait l'impression de lâcher prise. On a tous compris que ça pouvait très mal tourner et qu'on pouvait la perdre très vite. C'était comme si elle comptait entièrement sur nous pour se relever. C'était un vrai poids mort. Les gars n'en pouvaient plus non plus. Et à un moment donné, on s'est tous dit, ça y est, elle va mourir, on n'arrivera jamais à la remettre sur ses pattes. 1, 2, 3, tirez! Allez, lève-toi! Allez, allez, allez! Lâche la corde, lâche la corde! C'est bien. Quelqu'un prend la corde? Elle s'est levée et nous a tous regardés. On s'est aussitôt cachés, et ceux qui étaient près d'elle ont reculé pour la laisser passer. Elle nous a regardés l'air sidéré, comme si elle se demandait ce qui s'était passé, qui on était. Maintenant, c'était à elle de jouer, d'arriver à se sortir de là. On était tous très contents d'avoir passé cette belle matinée en compagnie de cette girafe. Elle va maintenant très bien, et elle a même eu un bébé depuis. Tout s'est donc très bien terminé. Le côté imprévisible de la vie en brousse donne envie d'avoir toujours une caméra à la main et nous montre que les animaux enfreignent parfois les règles du jeu. Ils nous réservent encore d'autres spectacles incroyables et rares qui n'attendent que d'être pris sur le vif.